Voilà, donc il est 14h05, donc on va pouvoir commencer. On est très nombreux aujourd'hui. Merci à vous tous qui prenez du temps sur votre mercredi après-midi. Je sais que c'est tous bien occupé, donc voilà, que la motivation est grande qui va nous occuper aujourd'hui et qui est, on le disait dans le titre, un levier fondamental dehors. Donc le webinaire des rendez-vous de la classe dehors. On est rendez-vous de la classe dehors. Le premier, donc aussi j'en profite pour tous nos vœux de la part de la Fabrique des communs pédagogiques. Voilà, donc une année, ce serait bien de la passer un peu sous les pour cette année commencer à la fois chaudement, très humide pour certains. On espère que tout le monde va bien, notamment pour les participants qui se trouvent. Et puis, donc une année qui va être marquée par un gros événement pour l'association et on l'espère pour le réseau des... Juste l'heure, ça coupe pas mal, j'ai l'impression. Ouais. Pardon, je coupe ma caméra et je parle. Peut-être ça ira un tout petit peu mieux, ouais. Merci beaucoup. Ouais, je suis désolée, comme c'est mercredi après-midi, je me suis cachée pour que mes enfants ne me voient pas. Donc voilà, mon son est moins bien. Et donc, oui, là c'est mieux pour le son, François, ça va? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon bah super. En plus, voilà, comme ça on verra moins, ça m'arrange. Donc on reprend. Donc bonne année. J'espère que vous n'avez pas les pieds dans l'eau et rencontre de la classe dehors à Marseille du 14 au 21 mai. Donc je vous remettrai le lien dans le chat. Vous pouvez encore proposer vos ateliers. L'idée c'est 4 jours de rencontres professionnelles donc qui auront lieu du 14 au 17. Puis ensuite, une opération qui se déroule du 14 au 21 mai avec les enfants en Chante Marseille, qui consiste à faire descendre les enfants et leurs enseignants dans la rue pour enseigner, débattre, aller à la rencontre des adultes, des autres enfants. Voilà. Donc un très gros événement de convergence. C'est un événement complètement participatif. Ce sont les participants qui font la programmation. Et donc, on a déjà eu beaucoup de propositions d'ateliers, mais il est encore temps de proposer les vôtres et surtout de venir à ce moment-là. C'est un événement qui est inscrit au plan national de formation, voilà, donc pour lequel vous pouvez demander une autorisation. Et aussi, on vous encourage à venir tant que possible en équipe pour pouvoir investir très vite dès votre retour, tout intervenant et de retour chez vous. Voilà. Donc cet événement, c'est sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi un événement où l'eau sera notre invité d'honneur. Donc l'eau, on en parlera beaucoup aujourd'hui puisque pour les aires éducatives, bien sûr, c'est un élément tout à fait fondamental. Et aussi parce que nous sommes l'année de la mer. Vous avez peut-être suivi cette information dans la circulaire de rentrée 2024. Donc c'est l'occasion aussi d'inscrire vos actions et on sera peut-être amené à en reparler avec l'équipe de l'OFB au fur et à mesure. Oui, je suis pas le seul à avoir perdu l'heure. Non, je pense qu'on a perdu l'heure, mais sinon Je profite c'est juste bon. de l'occasion. Ça ne coupe pas. C'est vraiment que, en fait, dès que je ne parle pas de l'OFB, mon micro se coupe. Alors j'arrête. Donc je vais laisser l'équipe de l'OFB se présenter en disant que on est vraiment ravis de vous avoir. Merci beaucoup. L'Office français de la biodiversité, c'est un des partenaires phares des rencontres de la classe dehors. Donc merci beaucoup pour ça. Donc pour l'aspect institutionnel, mais aussi vraiment pour l'aspect terrain, puisqu'on sait que c'est vous qui accompagnez des milliers de collègues et donc d'enfants jour après jour, voilà, au bord de l'eau, sur la pelouse, dans la forêt, au bord de la rivière. Et merci beaucoup pour ça. Donc c'est une intervention qui se situera en 3 temps. Donc 2 témoignages de collègues enseignantes que François va vous présenter, puis une présentation du dispositif par les membres de l'équipe de l'OFB.
Marion, Ornella et François qui vous feront un petit coucou au début. Et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans la discussion publique. Voilà, ils sont hyper habitués au webinaire, donc on y répondra au fur et à mesure. Ça va pour vous? Super, bah, merci. Donc je vous laisse la parole. Et je coupe mon micro qui ne marche pas. Bon, bah, très bien. Et bah, merci beaucoup aussi de nous avoir invités à ce webinaire. Et donc, l'idée, c'est de vous parler un petit peu des liens entre les aires éducatives et la classe dehors. Et donc, moi, je m'appelle François Morisseau, je suis chef de projet aire éducative. Et pour information, toute l'équipe aire éducative est basée à Brest. Et vous avez une partie de mes collègues qui sont présentes ici, que je laisse se présenter tout de suite. Tu dis pas qui? Ah bah oui, pardon, c'est vrai que je sais Bonjour, pas. bonjour à toutes et tous. Marion Besançon dans l'équipe de François, équipe aire éducative à Brest. Je reconnais quelques noms dans la discussion. Donc bonjour à toutes celles et tous ceux qu'on connaît déjà. Et je passe la parole à Ornella. Merci Marion. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Ornella Bolzoni. Je vais couper ma caméra d'ici peu pour laisser mes collègues poursuivre la présentation et j'essaierai de répondre dans le chat avec ma collègue Marine Litou qui est cachée, je pense, quelque part que je ne vois pas. Et bon webinaire. Merci beaucoup. Bon, du coup, je ne serai pas plus long. On va directement, puisque là, l'idée, c'est de laisser la place d'abord à des témoignages pour voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous aurez d'abord un témoignage de Maude. Et merci beaucoup, Maude, d'être présente. Ensuite, un témoignage de Sylvie Balchezac. Et merci aussi, Sylvie, d'être présente. Et ensuite, on reviendra, comme le disait Laure, très rapidement sur la méthodologie aire éducative et on laissera du temps surtout pour les questions et les discussions. Donc, Maud, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter rapidement, peut-être nous dire d'où tu viens, ce que tu fais. Et puis, je vais essayer, je dis bien essayer de lancer ton book creator. Donc, vous allez me dire si ça marche bien. Alors, Et je te bonjour. laisse la parole, Maud. Et moi, je ne peux pas faire un partage d'écran pour passer d'une page à une autre? Ben, je crois que c'est compliqué avec cette application là de Visio, donc je vais le faire à ta place et tu me diras quand changer les pages et tu me D'accord. dis quoi faire. Alors, complètement évident pour moi. Mais alors, déjà, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis enseignante en petite section, moyenne section à Concarneau, dans le Finistère aussi. Et je suis directrice aussi d'une école à 4 classes qui va de la petite section au CM2. Notre école est labellisée école E3D niveau 3. Et au sein de la commune, à Concarneau, il y a plusieurs aires éducatives en fait. Il y a déjà 3 aires marines éducatives et nous qui avons décidé de faire une aire terrestre éducative puisque nous sommes sur la partie plutôt terre de la commune depuis 2020. Voilà, donc cette aire existe depuis 2020. Donc l'objectif, ça va être de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a démarré et puis comment est-ce que l'aire a évolué au cours du temps. Par ailleurs, on a poursuivi avec l'école du dehors, donc voilà pour les petites sections et les moyennes sections. Et au final, maintenant, aujourd'hui, toute l'école est engagée dans ce projet d'enseignement à l'extérieur. Donc déjà, avant d'enseigner à l'extérieur, on a quand même eu quelques préoccupations. Donc notamment pour l'aire terrestre éducative, il fallait trouver un référent. Donc j'ai rencontré Bretagne Vivante et depuis, on a gardé la même référente. Il a fallu aussi s'organiser pour les autorisations, pour aller sur le terrain, vérifier les assurances, tout ça. Et également tout ce qui est aspect financier. Donc là, on a un partenariat pérenne, mais au sein, en fait, c'est un réseau d'aires éducatives et donc la mairie nous soutient de manière pérenne donc chaque année. Nous avons aussi demandé des subventions de l'OFB qu'on a obtenu au début et puis un petit peu après aussi. Et puis, pour continuer ce projet, on a également monté un dossier CNR, l'école faisons-la ensemble, et pour lequel on a eu quand même un gros budget, donc qui nous a permis de continuer à développer cet enseignement à l'extérieur, hors ATE, quoi.
Ce qui est important aussi avant d'enseigner à l'extérieur, donc là, on a une partie de l'enseignement qui se passe à l'intérieur de l'école au sein de la cour et toute une partie qui se passe à l'extérieur, notamment sur le site de l'aire éducative. Donc, c'est s'assurer de la sécurité des lieux parce que nous sommes dans une zone dans le Finistère où particulièrement depuis 2 ans, on essuie de nombreuses tempêtes, encore aujourd'hui. Donc voilà, donc ça au niveau de la sécurité c'est compliqué parce qu'il y a des branches qui restent cassées, suspendues. Donc voilà, il y a quand même tout ça où il faut être vigilant là-dessus, les arbres qui sont tombés, voilà, voir un petit peu comment on sécurise. Et par rapport à la chasse aussi. Voilà, donc bien prévenir les associations de chasse. Donc c'est vraiment la sécurité avant de s'engager là-dessus. Et puis, tout ce qui est lien avec les parents, il faut engager toute la communauté en fait, éducative pour porter ce projet. Et puis, aujourd'hui, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Donc, les enfants sont équipés de combinaisons. Et l'équipement, c'est important parce que pour passer un bon moment dehors, il ne faut pas avoir froid et puis il ne faut pas être... parce qu'on a aussi un petit problème d'humidité dans le Finistère, il faut être bien au sec, quoi. Voilà. Également avec les enfants, on a quelques règles dehors, vu qu'on est près d'un ruisseau, c'est ne pas boire l'eau, notamment, ce qui m'avait surprise, mais même avec les CM1, CM2, eh bien, on peut s'y retrouver confronté. Donc, il faut préciser, le contact à la nature se réapprend et il y a certains enfants qui vont assez peu, même en ayant un environnement favorable autour. Ne pas manger des choses de la nature également sans que ça soit fait avec l'adulte. Et puis, tout ce qui est déplacement d'éléments naturels. Si je déplace une pierre, il faut que je la remette à sa place parce que ça correspond à la maison de quelqu'un d'autre. Dans les déplacements, aussi, bâton vers le bas pour éviter les accidents. Voilà pour tout ce qui est à côté un petit peu sécurité. Alors, l'aire terrestre éducative. Alors, le problème, c'est que là, vu que j'ai pas la main... Ouais, Ah ouais, merci. tu me dis, hein, dis-moi un j'ai mot pas noté les de... pages, que ça va être dur, j'avais tout préparé. Du coup, l'aire terrestre éducative, tu peux passer. Alors, non, j'ai vraiment pas la main, je peux rien faire. Ouais, dis-moi veux quand je dois passer, tu me dis. Hein. Bah, passe, s'il te plaît. Tu peux passer. Encore. Oui, et non, avant, voilà, première année, je veux bien que tu ouvres le PDF, s'il te plaît. Voilà. Alors là, c'est le carnet de bord qui a été donné notamment à la fin de l'année. En fait, on fait le point. Chaque enfant repart avec son carnet de bord. Donc là, c'est celui de la première année. Donc, avant de choisir son terrain sur l'aire terrestre éducative, donc on allait visiter les lieux. Alors nous, notre école, elle est au sein d'un environnement naturel. On a, voilà, super, merci. Page 2, c'est très bien. Voilà. Notre école est au sein d'un environnement naturel. On a une voie verte qui va de l'école jusqu'à la mer. Et sur le chemin, il y a un petit bois avec un ruisseau à côté. Voilà. Donc, on est vraiment tout près à pied. C'est confortable. Donc, dans un premier temps, on a visité différents lieux. Et puis, nous avons organisé ce que l'on appelle un conseil des élèves. Donc là, c'est ce qui est en présentation. Donc, le conseil des élèves, on le fait à l'école, on se réunit. Donc, en général, on enlève les tables, on se met en grand cercle. Là, la conseillère la conseillère pédagogique était présente sur le premier conseil des enfants, enfin, le conseil des élèves. Donc, il peut être soit simple, soit élargi. Élargi, c'est-à-dire, c'est quand on a des invités. Donc, on en a aussi parfois. Donc, ça peut être la mairie, la propriétaire, où on va leur demander on va leur présenter des choses, on va leur demander des participations, justifier ce pourquoi on les demande. Et donc, à ce conseil des élèves, c'est important aussi que la référente soit présente. Parce que déjà, elle entend un petit peu ce que souhaitent les enfants. Et puis après, sur le terrain, ça va permettre aussi de mieux répondre à ce que souhaitent faire les enfants. Alors, à ce conseil des élèves, il y a un président qui ouvre le conseil, qui rappelle le rôle de chacun, qui distribue la parole, qui écourte la parole au besoin. Voilà, c'est un rôle qui est quand même difficile. Il est aidé du vice-président. Donc, voilà, à deux, ils s'entraident. Et puis aussi, l'enseignant est là pour étayer et aiguiser. C'est pas toujours évident de synthétiser les prises de parole, de savoir quand il faut rebasculer un autre thème. Il y a les secrétaires, 2 secrétaires qui notent et qui font le compte-rendu. Donc, ça peut être au tableau ou ça peut être en prise de notes quand ils sont plus avancés. Et un gardien du temps
qui dit attention, il reste 10 minutes, il va falloir clôturer, penser à raccourcir les échanges, tout ça. Donc le président, lui, il est là pour redonner les enjeux et les objectifs en explicitant clairement pourquoi les élèves sont réunis. Alors, si tu veux bien descendre un petit peu à la page suivante. Voilà, merci. Donc, on va rappeler quand même une aire éducative. Donc, c'est important de le rappeler au début en conseil des élèves. Rappeler la définition. C'est une zone naturelle de petite taille. Donc, nous, en l'occurrence, c'est un petit bois. Gérée de manière participative par les élèves d'une école primaire. Cette petite zone peut être marine, sur le littoral ou terrestre. Donc, nous, il y a l'intérêt, parce qu'il y a du lien aussi avec les aires marines. Cela constitue un projet pédagogique éco-citoyen pour mieux connaître et protéger le milieu. Ce projet est mené sur plusieurs années. Et c'est important de le dire parce que ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc nous, aujourd'hui, on voit bien que maintenant, les enfants, ils mesurent bien qu'il y a une évolution. Et là, en l'occurrence, c'était notre première année. Et l'aire éducative s'appuie sur 3 piliers: connaître, vivre et transmettre. Donc, l'évolution de notre ère éducative, nous, en fait, au début, on était beaucoup sur le connaître et le vivre. Et en fait, du fait de commencer très tôt, maintenant, dès la petite section, sur cette même ère éducative, on se rend compte que les connaissances, on va pouvoir les approfondir, mais dans une vision de transmission, en fait. Vraiment, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment plutôt dans la création d'outils de transmission, et plus que pour les enfants, mais aussi pour les adultes. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, une fois que les rôles sont définis, on distribue aussi des petits billets. Donc, c'est des petits billets idées, des petits billets problématiques. Donc, dans l'idéal, c'est mieux de les donner en amont, comme ça, ils sont triés. On a déjà différencié les différents thèmes. Est-ce que tu veux bien descendre, s'il te plaît, jusqu'à l'écriture orange? Ouais, alors, hop. Un petit peu plus bas, la page en dessous, s'il te plaît. Ouais, voilà. Et donc, en fait, après, il y a les secrétaires qui concluent ce qui a été dit. Et donc là, en l'occurrence, ce que voulaient les enfants, c'est surtout connaître au tout début, et on s'attendait à des choses assez compliquées, qu'ils auraient vraiment voulu transformer la zone pour mieux la protéger. Enfin, on s'attendait à des choses des fois très compliquées, et finalement, non. Ils voulaient connaître le nom des petites bêtes, des oiseaux, des arbres. Finalement, ils avaient une faible connaissance des éléments naturels qui les entourent au quotidien. Et puis, ils voulaient savoir aussi comment on pouvait faire pour... il y a eu des demandes pour un potager, pour voir un petit peu comment les plantes germent, comment on peut voir la croissance d'une plante et tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant, on est plutôt sur les usages des plantes. Avec l'évolution, maintenant qu'ils ont déjà ça, aujourd'hui, on est plutôt sur... on a d'ailleurs au Conservatoire botanique de Brest, où vraiment on est sur les usages, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire à quoi ça peut nous servir au niveau de la santé, tout ça. On a vraiment évolué vers ça. Donc, là, je veux bien que tu descendes aussi, s'il te plaît. Normalement, on arrive aux zones, parfait. Et donc, pour pouvoir choisir ce que l'on va faire, on avait sélectionné 4 zones. Donc là, en l'occurrence, c'était le ruisseau, le champ, la forêt et le sentier. Et donc, la séance suivante, on va sur le terrain avec la référente. Et elle est là pour apporter son expertise scientifique. Donc, et répondre à la problématique, parce qu'on est dans un domaine des sciences. Donc, l'objectif, c'est quand même avoir une problématique, observer, analyser, comparer. Voilà, on est vraiment dans ce type de protocole avec une démarche d'investigation. On est vraiment au tout début. Voilà, alors après, au collège, je crois que la collègue d'après, elle est au collège lycée, elle pourrait être plus précise. Mais nous, en tous les cas, à l'école, on est vraiment à ce niveau-là. On ne fait pas que observer, mais il nous faut une question avant de commencer. Problématique. Et donc là, notre première problématique, c'était comment choisir une zone. Donc, la référente a apporté son expertise scientifique, a apporté des outils, des clés de détermination. On a travaillé, alors là, il faudrait que tu descendes, s'il te plaît. On va aller sur les zones. Ouais, donc là, vous allez voir toutes les clés de détermination. Tu peux descendre. Et puis, des mesures physiques. Alors, tout ça, c'est les clés de détermination. Merci, là. Hop, là, on a fait des mesures physiques. Oui, voilà, sur le ruisseau, où on a calculé la profondeur, la vitesse. Vous voyez, plein de mises, en fait, en condition pour mieux choisir la zone. Tu peux encore redescendre, s'il te plaît. Sur une autre zone, on a travaillé sur la comparaison paysagère. Donc là, on va nous voir dans un champ. Voilà, oui.
Hop. Et comment se fait une forêt également. Là, vous voyez les genêts et puis la forêt. Donc, on a travaillé tout un pan aussi comme ça en classe, notamment avec Francis, sur le travail de Francis Allier, qui est très bien fait. Donc voilà. Et à partir de là, l'année s'organise où on a, en fonction du budget qu'on a, en gros, on a un certain nombre de séances avec la référente sur le terrain et puis un temps en classe aussi également. Donc en classe, on va retravailler certaines notions. Est-ce que tu veux bien redescendre? Et puis, on va aller fabriquer des choses. Donc, à la demande des enfants, on a fabriqué des nichoirs, on a mis en place... Alors, vas-y, si tu veux bien descendre. Je me demande si c'est pas sur le deuxième. Voilà, on a observé les oiseaux. Donc là, on a fait une lettre pour pouvoir, parce qu'on était sur un terrain privé, avoir les autorisations. Oui, les oiseaux. Ok, donc c'est dans le deuxième. Si tu veux bien revenir au Book Creator. Voilà, et aller... Non, alors, tu peux passer après ATE deuxième année. Non, la page d'après. Oui, voilà. Et ouvrir le PDF. Oui, tu peux, si tu veux bien. Je n'ai pas la molette. Voilà, super. T'inquiète pas, Donc là, c'est un conseil des enfants élargi. Donc là, on avait invité la mairie. Tu veux bien que tu descendes. Donc là, on avait fait le compte-rendu au tableau sur des choix qui avaient été faits. Je veux bien que tu descendes. Je veux bien que tu descendes. Voilà, encore, jusqu'aux photos. Voilà. Donc là, on avait fait les plans en classe. Donc, vous voyez bien un petit peu plus haut, s'il te plaît. On avait fait les plans en classe. Donc là, vous voyez bien tout le travail de géométrie qu'il y a derrière. Et puis de précision, parce que pour le coup, le fait qu'on ait découpé les planches avec les parents, donc il y a tout un travail de coéducation. Donc là, quand on fait ce travail-là de construction, c'est chouette parce que ça fait venir des parents qui ne viennent pas à l'école. Souvent, voilà, en toute l'occurrence, c'est des papas qui venaient avec leurs outils, des mamans qui n'avaient jamais bricolé mais qui se prêtaient au jeu du marteau et qui se retrouvaient en situation aussi d'apprentissage. Donc, c'est quand même très intéressant aussi vis-à-vis des enfants. Donc, des plans et puis des mesures précises, quoi. Je veux bien que tu redescendes, s'il te plaît. Voilà, et la mise en situation, voilà, avec les enfants. Et puis, tout en bas, voilà, on va aller vers la transmission. Si tu veux bien descendre là, on va aller. En fait, donc là, vous avez compris un petit peu tout ce qu'on y a fait. Et puis, on avait mis aussi des pièges à photos. Tu peux dérouler. Hein. Tout le travail sur les cartes. Voilà, tu peux descendre. Les pièges à photos pour prendre les animaux. Merci. Hop là. Je veux bien que tu remontes au vélo. Voilà. Donc là, tout au-dessus des vélos, c'est... Au-dessus des vélos, c'est la vidéo pour... en fait, on avait posé les pièges à photos et donc ils ont vu les animaux qui habitaient leur aire éducative. Ensuite, on est allé prendre sur les mammifères qu'on avait observés, sur les empreintes qu'on avait relevées, on allait apprendre à faire des exposés au CDI avec la documentaliste du collège. Donc, on peut s'y rendre à vélo. Donc, utilisation des mobilités douces. Donc, on est toujours dans le développement durable également. Et donc là, on a appris à faire un exposé qu'on a fini de construire dans les bois avec les dernières empreintes qu'on avait relevées. Je veux bien que tu descendes. Donc, ça fait du lien, en fait, avec la 6e. Donc là, ils avaient fini leurs exposés, présenter les exposés dans les bois. Oui, je veux bien encore que tu descendes. Et ensuite, l'idée, c'était de partager. Tu peux encore descendre, s'il te plaît. Et nous avons échangé encore, on a fait un petit film. Et nous avons échangé avec, voilà, hop, oui, voilà. On était parti à vélo sur une aire éducative, une aire terrestre éducative d'une commune à côté. Donc, échange. Et là, c'était un partage. Donc là, ils nous recevaient. Et là, je veux bien que tu descendes. Donc là, on a travaillé sur les abeilles. Voilà, je vous donne des exemples un peu concrets. Donc, on avait vu leur ruche. On était reparti avec un piège à frelons qu'ils avaient construit avec les autres enfants. Et puis, ensuite, nous les avons accueillis à l'école. C'était sympa parce qu'on avait mis les vélos sur le bateau. Donc, ça faisait utiliser un petit peu les transports de la ville. Voilà. Tu peux descendre encore. Voilà. Et eux-mêmes avaient pris des captures d'images d'animaux dans la nuit. Ils avaient un blaireau et un renard que nous, on n'avait pas. Enfin, voilà, vous voyez bien tout l'enthousiasme que ça a procuré. Voilà pour tout ce qui est aire terrestre éducative. Ensuite, pour l'école du dehors. Tu peux revenir, s'il te plaît, au Book Creator.
Alors, moi, je sors une demi-journée par semaine. Alors, je suis entrée avec un projet, un appel à projet de la DREAL. Donc, j'avais bénéficié de la participation de la référente de Bretagne Vivante avec moi pendant 1 an. Et depuis, je pratique seule une demi-journée par semaine. Donc, l'idée, c'est de transférer les programmes donc, sur un temps d'école du dehors. Alors, quand je dis une demi-journée par semaine, c'est une demi-journée sur le terrain de l'aire éducative. Autrement, en fait, vu que maintenant on a un jardin, on passe aussi du temps. En fait, quand on s'y met, en fait, on y passe de plus en plus de temps parce qu'on trouve toujours un bénéfice à aller travailler dehors, quoi. Pareil, coéducation avec les parents, donc accompagnée par les parents chaque vendredi matin pour ma part. Et ça crée du lien, ça permet d'inclure les parents, de rendre les apprentissages explicites. Et ça permet vraiment de les inclure dans l'école et de bien commencer la scolarité, donc là pour les plus jeunes. Et puis les grands-parents qui étaient aussi ravis de se retrouver avec nous et puis qui ont apporté, ça leur permet aussi d'apporter leurs connaissances. Et c'est un partage vraiment intéressant. Et donc, enseigner dehors, c'est permettre d'améliorer aussi son rapport à la nature pour les enfants et puis permettre de consolider les apprentissages du programme de manière active. Donc, le fait que ça soit motivant, eh bien, effectivement, ça permet une meilleure mémorisation. Le fait d'être à l'extérieur, effectivement, il y a tout le vocabulaire des éléments naturels. Alors, en maternelle, on entre beaucoup par l'imaginaire. Donc, moi, j'entre tous les vendredis matins et on reçoit une petite lettre comme ça. Et nous, on habite le Finistère, donc on a nos petits personnages, ce ne sont pas des lutins, ce sont des corrigans qui aiment bien faire des bêtises et puis mais ça reste des bêtises gentilles et qui nous annoncent le programme de la journée avec cette petite lettre, quoi. Et donc, ça les met tout de suite dans le bain, il y a une petite histoire. Donc, moi, je prends ma loupe, je lis la lettre, ça les met ça les met en condition. Et surtout, nous retrouvons les parents dehors. Donc, en fait, ils devront reformuler ce qu'ils ont retenu aux parents pour pouvoir aller faire les ateliers. Donc, ensuite, il y a tout le chemin où ils se mettent déjà dedans. Je veux bien que tu ailles à la page École du dehors. Ouais, tu peux tourner. Oui, alors non, celle d'avant. Alors, je vous ai mis les petites vidéos, je vous laisserai regarder. Et celle d'avant encore, s'il te plaît. Voilà, et je veux bien le PDF du milieu, en bas au milieu. Non, l'autre, oui, non, oui, voilà. S'il te plaît. On va y... Ah bah, c'est pas évident là. Et la page du bas, s'il te plaît. Tout en bas, tout en bas. Voilà, alors oui, voilà. Tout en bas encore. Malgré les acrobaties, je précise que ça plaît beaucoup aux collègues, hein, donc pas d'inquiétude, tout le monde est très content et très enthousiaste. Voilà. D'accord. C'est pas évident là. Donc en fait, alors là on est quand même avec des petites sections, moyennes sections, et c'est vraiment, il se repérait bien sur le plan. Donc alors on voit peut-être pas très bien, mais il y a le ruisseau et j'avais mis des croix, des formes pour les différents ateliers. Donc à chaque endroit, alors chaque groupe est avec un parent, donc en fait ils doivent reformuler, on se met en cercle en arrivant dans les bois. Vous aurez l'occasion de voir les petites vidéos et tout ça qu'il y a dessus. Et ensuite, il y a un temps d'atelier. Donc là, en fait, on travaillait sur l'escargot. Il y a eu le voyage de l'escargot de Russ Brown avant en lecture. Et puis, donc là, c'est du travail de devinette. On avait fait venir une personne de la médiathèque pour proposer des lectures autour des oiseaux et proposer des devinettes. À chaque fois, il gagnait quelque chose. Et donc, en fait, c'était vraiment du réinvestissement sur un travail qu'on avait fait au cours de l'année. En fait, une chasse au trésor. En fait, ils devaient passer à chaque endroit. Et ensuite, ensuite, ils ont un temps de jeu libre, que ce soit ça ou autre chose. C'est ça qu'il n'y a pas dans l'aire, que je n'ai pas mis en place, moi, dans l'aire terrestre éducative. C'est ce temps de jeu libre qui est bénéfique, en fait, qui permet aussi de voir un petit peu comment les enfants s'approprient le milieu et ce qu'ils en font. Et tu peux remonter un petit peu pour voir, en fait, c'est des charades, des rébus, des chansons à refaire, des devinettes. Enfin, et j'ai mis d'autres exemples de mathématiques, d'autres travaux. En fait, on peut tout faire, en fait. Hein. C'est juste en fonction. Moi, ce que je fonctionne avec un fil conducteur des animaux de la forêt. Et après, j'y greffe un petit peu où j'en suis au niveau de mes programmes et ce dont ils ont besoin, quoi. Ensuite, on se retrouve en cercle et puis on fait un petit point sur. Là, en l'occurrence, il y avait une surprise si on avait tout trouvé. Donc, on ouvre la boîte et puis en l'occurrence, c'était une petite histoire et puis un partage de chocolat chaud dans les bois.
Et ça, c'est vrai que c'est un petit moment, on prend un grand thermos. Vous verrez sur les vidéos, j'ai un grand chariot, on s'équipe, c'est vraiment 4x4. Et puis, partage de chocolat chaud, c'est des petites saveurs. Quand il fait très froid, là, on va boire son petit chocolat dans la forêt en écoutant une histoire, c'est quand même plutôt chouette. Et puis après, voilà, on remonte en classe et on refait du lien à l'intérieur également, quoi. C'est vraiment entre intérieur et extérieur. Voilà pour ce qui est de l'école du dehors. Ensuite, des liens entre l'aire terrestre éducative et l'école du dehors. Je pense que j'ai déjà fait quelques ponts, mais c'est vrai qu'en termes, on est vraiment sur du parcours d'élèves. Tu peux passer les pages à la fin. Enfin, j'ai vraiment tout expliqué. Ça m'avait servi pour faire le dossier CNR. Je ne sais pas si c'était oui. Écoute, tu peux tourner encore si je crois que voilà, c'était là. Donc en fait, là, on est vraiment sur les parcours du citoyen, le parcours artistique et culturel, santé. Et donc là, c'est vraiment pour impacter vraiment Alors c'est bien de faire sur une année, mais si on veut vraiment impacter les enfants, c'est plus intéressant de le faire sur tout un parcours. Et donc là, c'est vraiment de la petite section jusqu'au CM2. Et les collègues se sont mises dedans aussi, parce qu'on a fait un jardin thématique. Donc là, avec le budget CNR, on a obtenu 20 000 €. Et avec cet argent-là, on a cassé une partie de la cour. On a fait des bacs thématiques. D'ailleurs, j'ai mis dessus là où on a un ethnobotaniste qui est le parrain de l'aire éducative et du jardin. Et là, la fête, alors peu importe. Alors là, nous, on a un ethnobotaniste et du coup, on en profite. Mais les aires marines ont aussi, eux, un parrain. Et c'est vrai que ce lien avec un scientifique, même si c'est en visio, c'est quand même un plus pour les enfants. Parce que ils peuvent vraiment se projeter sur d'autres métiers également. Et puis, je pense que ça crée des envies. En tous les cas, je sais qu'il y a des enfants qui sont partis en disant qu'ils deviendront ornithologues ou des métiers qu'on n'a pas forcément connaissance quand on est en CM. Donc, c'est une ouverture évidente sur le monde. Et puis, sur la démarche scientifique, parce qu'on est quand même dans un monde aujourd'hui où l'esprit critique, et la collègue de secondaire, je pense, se confirmera là-dessus, où il faut l'esprit scientifique, ça empêche d'être tombé dans des croyances, quoi. Il faut de la preuve, il faut construire son raisonnement, et ça, c'est des notions fondamentales qu'on doit donner aux élèves aujourd'hui, quoi. Donc, de la sensibilité à l'environnement en petite section jusqu'à en CM1, CM2, c'est vers la formation d'un éco-citoyen. On attend que l'élève soit capable d'échanger et puis de créer des outils pour transmettre aux élèves de l'école, puisqu'il y a une transmission faite aux élèves de CE2, et puis à d'autres élèves de d'autres écoles, comme je vous ai présenté là tout à l'heure. Et puis maintenant, on en est plutôt au stade du public, en fait. Là, on construit des outils où on a fait venir un travail financé notamment par la ville et le CNR. Donc là, c'est vraiment une plaquette plastifiée, association d'espèces, des liens avec des vocaux, il y a un investissement du mobilier aussi de la ville. Donc, en fait, ce que moi, je constate, c'est que une fois que tous les partenaires sont convaincus, en fait, il y a des choses qui se débloquent pour vraiment avoir un impact sur le territoire. Et ça, c'est vrai. Là, nous, on en est là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très riche pour les enfants. Et la prochaine étape, ce sera certainement de faire un lien plus approfondi avec le collège. Donc, entrer dans ces dispositifs d'aire éducative, d'école du dehors change considérablement la façon de travailler d'un enseignant. En tous les cas, pour ma part, tout est lié, tout fait sens. Et ces facteurs de bien-être, parce que c'est important de le dire aussi, c'est vraiment facteur de bien-être pour les élèves et puis pour les adultes également. Ça demande de l'investissement, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais. Moi, j'en suis absolument convaincue. Voilà. Merci. J'espère que j'ai tenu à peu près dans les temps. Je n'ai pas trop regardé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Et à nouveau, public enthousiaste. Le lien du support a circulé dans le chat. Il y a eu plein de questions. C'était chouette. Merci. On pourra remettre le lien de ton book créateur, Maud? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je n'ai pas ajouté la vidéo, peut-être à une autre occasion. Voilà, pour l'instant, déjà, c'est bien ça. Je remets le lien dans le chat. Et donc, j'enverrai un mail à tout le monde la semaine prochaine pour redonner le lien de l'enregistrement, tout ça. Pas de souci. N'ayez crainte. Voilà. Merci. Ok, on peut passer peut-être directement à Sylvie.
Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, donc Bonjour, moi je suis Sylvie. Sylvie Balcezac, donc moi je vais faire la version collège du projet. Donc si je peux avoir ma présentation aussi, et puis je dirai au fur et à mesure, donc pour Voilà, passer exactement les pareil, hein, slides. Voilà, je ferai pareil. je fais office de souris, tu me dis. Voilà, merci beaucoup. Euh, Voilà, donc moi je suis enseignante en sciences de la vie et de la terre. Et donc, c'est une matière qui va tout à fait pour ce genre de projet. Je suis également professeure relais pour la DAC au Parc naturel régional de Lorraine. Donc, ce qui va expliquer un petit peu ma position particulière par rapport à mon ATE. Donc, on est dans le projet ATE. Nous, c'est notre 3e année qu'on est dans ce projet. On a donc été déjà labellisé 2 années de suite. C'est un projet que je fais en interdisciplinarité avec ma collègue de documentaliste, une collègue d'art plastique et ma collègue de musique. Voilà, donc on est 4 impliqués dans ce projet. Alors, le petit côté un petit peu embêtant au niveau du collège, c'est au niveau horaire, parce que notre ATE est à 20 minutes de marche. Et pour l'organisation, c'est pas toujours simple au niveau des emplois du temps, donc il faut vraiment prévoir à l'avance avec le chef d'établissement pour pouvoir bénéficier de créneaux qui nous permettent donc d'aller sur le site. Et puis également pour faire de la co-intervention, parce que ça aussi, c'est bien pratique de pouvoir partir ensemble sur l'ATE. Par exemple, ce matin, on est parti avec les 3 collègues, donc on était à 3 à faire de la co-intervention et on est parti toute la matinée, donc de 8h à midi sur site. Voilà, donc moi j'ai la chance de faire, alors la SVT normalement c'est 1h30 par semaine, et comme je fais ce qu'on appelle de l'EIST, c'est-à-dire les sciences intégrées, je fais également de la physique-chimie en 6e. Donc, ça me permet d'avoir des créneaux de 2 heures, puisque j'ai les élèves 3 heures par semaine. Donc, j'ai demandé d'avoir des créneaux de 2 heures pour pouvoir partir sur le site. Et ma collègue d'art plastique a le créneau juste avant moi avec l'autre classe que j'ai. En fait, on a 2 classes en commun et on peut partir avec les 2 classes toute la matinée quand on veut faire quelque chose en co-intervention. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau pratique au collège, c'est pas toujours simple. Les enseignants qui n'ont que une matière avec 1h30 comme la SVT, c'est pas évident pour s'organiser au niveau des créneaux. Alors après, ça peut être fait si le site est à proximité du collège, bien sûr. Bon, nous, on a choisi, enfin les élèves ont choisi, puisque la première année, c'est eux qui ont choisi le site, il est un petit peu plus loin, donc 20 minutes, et puis il y a un petit peu de marche. Voilà. Et ça fait du bien, et c'est des moments qui sont précieux aussi, ces moments où on est en trajet, parce que ça permet d'échanger avec les élèves. Moi, j'ai senti vraiment un gros bénéfice au niveau relationnel, parce que les élèves viennent se confier. Il y a des conflits dans la classe, et bien à ce moment-là, il y en a qui vont parler, peut-être qu'ils n'osaient pas parler avant. Donc voilà, c'est des moments très précieux, ces 20 minutes. Quand on dit ouais, c'est du temps perdu sur la matière, non. Vraiment non, parce que déjà il y a beaucoup d'échanges et au niveau relationnel élève-prof ou entre élèves même, c'est des moments qui sont très riches. Donc c'est vraiment pas une perte de temps le fait d'avoir ces 20 minutes aller, donc ça fait 40 minutes aller-retour sur les 2 heures. Donc c'est vrai qu'après ça fait un petit créneau horaire là-bas, mais c'est vraiment des moments qui sont précieux. Voilà, donc les classes qui sont impliquées donc sont des classes de 6e et ce sont des classes inclusives, c'est-à-dire qu'on a aussi des élèves de SECPA. Donc ça permet de voir aussi le bénéfice sur ce type d'élèves, donc où vraiment ils sont parfois très valorisés, le fait d'être dehors, ils se retrouvent dans un contexte qui leur permet de s'exprimer, où ils sont valorisés parce qu'il y a des choses qu'ils connaissent. Donc voilà, aux yeux des autres, c'est très important, parce que souvent les SECPA sont considérés un petit peu, c'est un petit peu mis à part dans notre collège. Les élèves ont toujours une petite appréhension par rapport à ces élèves. Et là, le fait d'être en classe inclusive, ils sont habitués à travailler ensemble, à aller dehors ensemble. Et dehors, on est différent quand on est dehors que quand on est enfermé entre 4 murs. Voilà, donc c'est vraiment aussi tout bénéfice, le fait d'avoir des classes inclusives.
Donc, moi, mon ATE, la structure référente, bah, c'est le parc naturel régional de Lorraine, forcément. Et comme je travaille pour le parc, bah, je suis ma propre référente. Donc, ça simplifie la prise de rendez-vous, parce que je m'entends plutôt bien avec moi-même. Donc, voilà, on arrive facilement gérer tout ça. Donc, c'est un côté pratique. Bon, après, ça me permet aussi d'avoir un réseau de partenaires, puisque je travaille au service éducation du parc. Donc, on a un réseau énorme de partenaires qui peuvent intervenir, voilà, des associations, les CPIE, voilà. Donc, c'est un réseau qui est grand. On a 43 partenaires, donc je peux les faire intervenir sur le site. Donc, c'est quelque chose de très riche aussi. Et bon, je suis bien placée pour pouvoir les faire intervenir. Et dans mon rôle aussi pour le parc, j'aide d'autres structures qui sont aussi partenaires et enfin qui sont référentes cette fois-ci et qui s'occupent d'aires terrestres éducatives. Voilà. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc l'éduquer au dehors. Alors, je suis aussi assez partie prenante dans l'éducation au dehors, puisque au niveau du parc, on en est à notre 4e séminaire éduquer au dehors. Donc qui réunit des enseignants, des inspecteurs, voilà. Donc on a déjà 4 années de suite de séminaires avec des ateliers, des gens qui font partie de l'animation, de l'éducation, du développement durable. Donc voilà, c'est un gros réseau qui est en train de se monter là, nous, dans le Grand Est, sur l'éduquer au dehors. Et si on définit l'éduquer au dehors, donc c'est consacrer des temps réguliers en plein air en utilisant l'environnement proche comme espace pédagogique. Et c'est important de dire espace pédagogique parce que l'extérieur peut être vraiment un support pédagogique, c'est-à-dire l'utiliser comme moi je vais le faire avec ma matière, la SVT, ou alors juste comme cadre d'apprentissage. Au collège, on peut sortir, faire des maths dehors. Bon, au primaire aussi, bien sûr. Mais utiliser uniquement le cadre. On peut le faire au lycée aussi. Donc, c'est uniquement tout ce qu'on peut faire en classe, on peut le faire dehors. Voilà, il n'y a aucune limite. C'est pas un support, on ne va pas utiliser ce qui est à l'extérieur, mais c'est uniquement le cadre. Voilà, on prend son cahier, on prend sa feuille, on va faire des révisions, on va s'asseoir dehors. Voilà. Donc ça, c'est le côté éduquer au dehors qu'on retrouvera peut-être pas forcément dans le cadre ATE. Hein, ça fera partie déjà d'une des différences entre les deux. Voilà, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc moi, j'avais repris un petit peu les liens entre l'éduquer au dehors et l'ATE. Donc, dans les deux cas, bien sûr, on fait de l'éducation à l'environnement, au développement durable, puisque bon, le fait d'être à l'extérieur, forcément, on va être au contact de l'environnement. Ce sont des pédagogies actives, comme le disait Maud tout à l'heure. Donc, on fait effectivement de la démarche expérimentale, on fait des analyses, on collabore, on fait des... par exemple, je fais aussi un protocole escargot avec Viginature, ce qui permet de faire du comptage de biodiversité, donc des escargots. On fait remonter tout ce qu'on a trouvé auprès de chercheurs. Donc les élèves ont concrètement leurs résultats et peuvent voir à quoi ça va servir, puisque c'est bien sûr pour faire un suivi de biodiversité des escargots sur le site. Alors bon, c'est les escargots, mais il y a d'autres protocoles. Hein. Il y a des protocoles sur les vers de terre, il y a des protocoles sur les sauvages de marru, par exemple, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans un milieu naturel, mais plutôt en ville. Voilà, c'est Viginature qui organise ces protocoles. Ça permet de travailler aussi l'autonomie, la responsabilité, le travail avec le partenariat local, donc avec la commune, avec des partenaires comme des CPIE, des associations, des gens qui travaillent ça peut être une compagnie de théâtre qui peut venir sur site, ça peut être des musiciens, voilà, quand on a du travail en interdisciplinarité. Donc, et le travail donc en interdisciplinarité qu'on peut faire aussi bien dans l'éduquer au dehors que sur l'ATE. Voilà, si tu peux passer. Merci. Donc les complémentarités, alors moi j'ai relevé sur quelques points sur la temporalité. L'ATE, c'est plutôt un projet qui se fait à long terme. On peut pas, en une année, on n'a pas fini notre ATE, parce que si on disait tout à l'heure, il y a les conseils d'élèves, les conseils, ça permet d'avoir des idées, de réaliser des choses, mais la réalisation, elle se fait pas tout de suite. Si on veut faire, là on est sur une plantation de haies,
voilà, il faut l'organiser. C'est pas forcément l'année-là qu'elle sera faite. Voilà, ce sera fait l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose, c'est une gestion à long terme et qu'on va transmettre d'année en année à chaque nouvelle classe qui participe à l'ATE. La classe dehors, elle, c'est plutôt une exploration immédiate de l'environnement. Il n'y a pas cette notion. Alors après, on peut l'intégrer, bien sûr, tout est possible. Mais voilà, dans l'ATE, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'ATE, alors que dans la classe dehors, c'est plutôt l'utilisation. Voilà, on sort dehors, on utilise l'extérieur pour différentes matières. Dans ce qui est objectif pédagogique, alors l'ATE, c'est la prolongation donc de l'apprentissage par des actions concrètes. C'est-à-dire que si on travaille par exemple sur les déchets, on peut arriver nous on était arrivé à la conception d'applications pour les habitants de la commune pour le tri de leurs déchets. Ils ont une bouteille en plastique, où est-ce qu'ils vont la mettre? Dans quelle poubelle? Ils ont un déchet qui est trop gros, ils vont la mettre où? Ça va être dans la déchetterie. Il va falloir regarder les heures d'ouverture. Donc en fait, l'application permettait, en suivant un algorithme, d'arriver, voilà, le déchet là, on va le mettre là, ça va être tel jour dans la poubelle qui va passer tel jour, etc. Voilà. Donc ça a permis d'avoir une action concrète sur un apprentissage. Donc la classe dehors, elle, c'est toutes les matières qui sont concernées. Ensuite, dans la sensibilisation et l'action, c'est aussi toujours dans l'ATE, on a toujours le fait de devenir des éco-citoyens avec cette idée de prendre des décisions. Voilà, on va décider de prévenir la commune, enfin les habitants de la commune sur toutes les actions qui se font sur l'ATE. On va mettre des flyers, on va faire une exposition, voilà, c'est des choses qui sont toujours très concrètes et locales. La classe dehors, de façon plus large, prépare donc à comprendre les enjeux environnementaux, forcément, en étant dans la nature, en apprenant directement sur site, en étant proche de la nature. On va, en général, comme on le dit, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on aime, ou l'endroit où on étudie, on l'aime et on le garde et on a envie de le protéger. Donc, ce sont des petites actions qui vont permettre aux élèves, quand ils deviendront des adultes, de se rappeler de ces moments-là et puis de se dire tiens, on n'était pas très content quand on arrivait dans notre ATE, qu'on avait des canettes qui traînaient par terre. Voilà. Donc c'est un moyen aussi de comprendre tous ces enjeux, tous les objectifs en fait de l'E3D. Voilà. La page suivante, s'il te plaît. Toujours donc dans les complémentarités, on pourrait dire, alors en résumant en une phrase, on pourrait dire que l'ATE, c'est un espace privilégié pour faire classe dehors. Voilà, c'est-à-dire que la classe dehors, ça va être une perspective un peu générale de l'ensemble, avec des études en fonction des matières. Et donc, ça permet de recréer aussi, on est reconnecté avec la nature. Et l'ATE transforme en engagement actif, donc justement avec la notion d'éco-citoyen, ces conseils d'élèves qui se réunissent pour prendre des décisions, voilà, et décider de planter une haie, de mettre des pièges photographiques pour voir les animaux quand on n'est pas là. Voilà, donc c'est vraiment la reconnexion à la nature. Et j'avais fait une présentation sur éduquer au dehors et j'étais tombée sur des chiffres qui étaient assez hallucinants. C'était que les élèves sortent moins, c'était une étude américaine, les élèves sortent moins que des prisonniers en prison. Actuellement, les élèves, quand ils sont chez eux, ils ont beaucoup moins de sorties que des prisonniers. Donc, c'est ce qui crée ce qu'on appelle le syndrome de déficit de nature. Et l'ATE, puis l'éduquer au dehors permet de rétablir un petit peu un équilibre entre les enfants et la nature. Voilà. Page suivante, s'il te plaît. Voilà, alors j'ai fait un petit patchwork de tout ce qu'on pouvait, de tout ce qu'on fait donc avec les collègues sur cette ATE. Alors chaque photo est cliquable pour faire un zoom. Donc si tu peux dans le rituel comme ça, voilà. Donc le rituel, là par exemple les élèves sont en cercle. Alors quand on arrive dans l'ATE, on fait un petit peu
de connexion avec la nature, on va dire. Donc, on peut fermer les yeux, écouter. Ensuite, on échange sur ce qu'on entend, sur ce qu'on ressent. Voilà, on chasse un petit peu le stress. Voilà, il y a une petite mise en condition comme si on arrivait dans un endroit privilégié et qu'on a envie de faire corps avec. Ensuite, là, sur la table, on voit un petit peu notre matériel. Donc, on amène chaque fois qu'on sort dehors, donc avec notre sac à dos, notre trousse de secours, notre tire-tic, on a les documents pédagogiques, de l'eau, des sacs poubelles. Voilà, ça, c'est un petit peu tout ce qu'on doit emmener à chaque fois quand on va sur le site. Et les élèves, eux, ont aussi un petit tote bag avec à l'intérieur un coussin de randonnée, une plaquette pour écrire, des petits crayons. Enfin voilà, ils ont à chaque fois aussi, c'est un petit peu le rituel. Voilà, on se prépare, on va au CDI pour le faire. Chacun prend son matériel, on fait le checklist, on a tout et on démarre. Voilà, donc ça c'est le petit rituel. Merci. Ensuite, voilà, donc les supports de cours. Alors sur la deuxième photo, donc on a ici c'était une activité avec une animatrice du parc naturel sur les animaux du sol. Donc voilà, là on est en train de faire des observations d'animaux du sol. À côté, on a un herbier qu'on avait fait, donc de la reconnaissance des feuilles de la haie qui bordent la TE. Voilà. Ensuite, j'ai mis quelques photos sur l'interdisciplinarité. Alors, les élèves avaient fait ce qu'on appelle les cyanotypes avec la collecte d'art plastique. Et puis, il y a une petite vidéo aussi en musique qu'ils ont fait une sonorisation des petits animaux du sol. Donc, ils ont pris des vidéos et ils les ont après post-sonorisées en faisant des bruits, avec des objets, etc. Donc, voilà, ça, c'était avec la collecte d'art plastique. En dessous, j'ai mis ce qui était observation. Alors ça, ce sont des observations ponctuelles. C'est-à-dire, voilà, on va travailler. Aujourd'hui, on en a vu en plus des grues cendrées. Elles sont de retour. Donc, on en a vu passer. Alors, à chaque fois, ça va permettre ou d'illustrer une leçon parce qu'on fait les animaux au cours des saisons. Là, on a un piquet pêche. Donc, voilà, il y a des choses qui se passent aussi au moment de... on ne s'y attendait pas et ce sont des choses qui, des observations. On peut partir d'observations pour démarrer un cours. Voilà, vous vous souvenez, sur l'ATE, on a vu telle chose, voilà, les grues cendrées qui passent à ce moment-là, pourquoi, où vont-elles, ou d'où viennent-elles. Voilà, donc c'est aussi, ils sont ouverts un petit peu à tout ce qui se passe. Voilà. C'est vraiment une ouverture sur la nature. Voilà, en dessous, c'était le protocole donc escargot avec les reconnaissances des escargots du site. La communication aussi, c'est important. Donc la photo, elle est au CDI où on est en train de faire des affiches donc pour mettre dans le couloir du collège. Donc chaque fois, régulièrement, une fois, je dirais par trimestre, on fait une petite expo pour montrer où on en est. Voilà, sur notre ATE pour communiquer, c'est important de communiquer. Bon, on a aussi un blog au niveau du collège où on met les photos pour communiquer avec les parents, avec les autres collègues de l'établissement. Nos partenaires locaux, donc là on avait fait intervenir une association d'un écomusée donc qui était venu intervenir sur la pollinisation, l'importance de la pollinisation avec la présentation de ruches pédagogiques. Voilà. Donc là, on a une présentation de ruches, on avait une dégustation de miel aussi. Donc là, elle était venue directement sur le site pour faire son intervention. Voilà. Voilà, ensuite, quelques réalisations suite à des conseils d'élèves. Donc là, la première photo, c'est à gauche, c'est un conseil d'élèves. Voilà comment ça se passe. Donc, un peu de la même façon que Maud a expliqué tout à l'heure. Les élèves ont des rôles, ils prennent la parole à tour de rôle, ils réfléchissent sur ce qu'ils pourraient faire, sur ce qu'ils envisagent. Voilà. Donc là, nous, cette année, on est resté sur on a retenu la plantation de haies. Donc, on va faire normalement le mois prochain. Et on a eu comme ça une construction c'est sur les autres photos, un hôtel à insectes qu'on a installé sur le site. Donc, si tu peux mettre l'autre photo. Voilà. Alors ça, c'est une exposition. C'est pas grave, on peut prendre dans n'importe quel sens. Pas de souci. Voilà. Voilà. Là,
Vas-y, choisissons. Voilà. Donc là, c'est une exposition. On avait travaillé sur le recyclage des déchets. Et là, c'était des boîtes de conserve. Alors, on n'a pas trouvé tout sur l'air terrestre, heureusement, parce que ce serait une catastrophe. Mais on a travaillé sur le recyclage des boîtes de conserve. C'était suite aux déchets qu'on avait trouvés sur l'air terrestre. On avait travaillé sur les déchets. Donc, ce sont des boîtes de conserve dans lesquelles les élèves ont mis de la terre prélevée sur l'ATE et des plants prélevés sur l'ATE. Et dessus, c'était décoré avec des livres. Donc, on a fait du recyclage de vieux livres et de boîtes de conserve. Voilà, on a fait une petite exposition au CDI. Voilà, donc à côté, c'était l'hôtel à insectes, voilà, qui est installé. Alors nous, l'ATE, c'est une friche. C'est une très grande friche avec bordée par une rivière. Voilà, donc c'est très riche en biodiversité. En dessous, ils sont en train de créer l'application justement sur ordinateur pour les habitants de la commune. Alors ça, maintenant, je ne le fais plus parce que c'était dans les programmes de technologie qui n'existent plus en sixième. C'était pour travailler les algorithmes. Mais c'était quelque chose qui avait bien marché. La sonorisation donc des animaux du sol. Et puis cette année, on a travaillé aussi pour la nuit de la lecture. Les élèves ont fait une carte postale sonore de l'ATE. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé comment ils pouvaient recréer les sons depuis l'arrivée dans l'ATE jusqu'à notre départ. Donc, avec le son, on arrive, il y a toujours des grosses flaques d'eau au milieu de notre chemin. Donc, on marche sur les graviers, on marche dans l'eau, on arrive sur l'ATE, on entend des oiseaux, on entend l'eau. On a une station de pompage à côté, donc on entend aussi un petit peu de l'eau, on entend du vent. Voilà, donc ils avaient recréé des sons. Et le but, c'était de lire des textes sur la biodiversité en mettant en arrière les sons, voilà, l'ambiance sonore de l'AT. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cette année pour la nuit de la lecture qui a eu lieu là, c'était la semaine dernière. Voilà. Voilà, donc maintenant, alors ça, ce sont des photos de ce matin. Donc ça continue, notre ATE se poursuit, toujours avec des activités de SVT, de documentation, d'art plastique, de musique. Donc ce matin, voilà le petit rituel pour écouter les consignes de ce qu'on va faire sur l'ATE, donc ce grand cercle d'élèves. Là, c'est la collègue qui était venue avec sa voiture qui s'est transformée en atelier d'art plastique. Donc les élèves ont fait de l'aquarelle, ils ont fait également du pastel. Donc elle avait tout dans sa voiture. Donc ils venaient par petits groupes chercher le matériel pour aller le faire après par petits groupes à l'endroit où ils voulaient, qu'ils avaient choisi de représenter. Voilà, donc c'est toute une organisation, parce qu'il faut, comme il y a 20 minutes, il faut que la collègue emmène sa voiture. Enfin, c'était un petit peu complexe ce matin. Voilà, si tu peux passer là. Voilà, donc ça, ce sont des réalisations qui ont été faites ce matin. Voilà, et ça, c'était le pastel. Voilà, tu peux passer. Et puis donc cette année, ce qu'on va faire au cours de l'année, c'est donc l'installation des pièges photographiques et puis également la plantation de haies. Voilà. Puis je terminerai avec cette image qui pour moi veut dire beaucoup. Je l'ai prise l'année dernière, donc c'est un élève qui était un petit peu ascolaire, qui tenait pas du tout en place en classe. Et puis là sur l'ATE, il était vraiment à l'aise parce qu'il peut bouger, parce que voilà, il y a de l'espace. Et puis je sais pas si on voit très bien à l'image, mais il y a un V de grue cendrée dans le ciel. Et on était en train de repartir, il avait son sac à dos et puis il s'est mis à courir sur les graviers là, et puis étendre ses bras comme ça vers le ciel. Et là je me suis dit c'est gagné. Voilà, je voulais qu'il ne fasse qu'un avec la nature. Et c'est vrai qu'en voyant cette image, l'élève est vraiment, on a l'impression qu'il est en communion avec la nature. Et c'est lourd de sens. Voilà, je trouvais que ça représentait bien cette reconnexion avec la nature. Et voilà, ce qu'on connaît, on le protège. Voilà, pour l'avenir. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai beaucoup de plaisir à faire l'ATE. Les élèves aussi, ils sont vraiment, surtout en classe inclusive, et c'est vraiment un projet qui apporte beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Et le temps que l'équipe de l'OFB se prépare, je notais
gros point de convergence des éducations A dans ce que vous présentiez, le DD, le AC, le MC, où on voit que tout peut se travailler. C'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Merci pour ce beau partage. Ouais, trop intéressant. Et puis incroyable la dernière photo aussi, même au niveau photographique, c'est quand même une très belle photo, je trouve. Bah, merci. Et C'est vrai que François, on rappelait dans le chat, quand vous avez évoqué à plusieurs reprises le syndrome de manque de nature, il y a une conférence de Richard Louv, qui est le théoricien de ce concept, qui se tiendra lundi prochain. Donc vous avez le lien dans la discussion publique. C'est un webinaire en ligne gratuit, vous pouvez vous inscrire, qui est organisé à ma connaissance ni par l'OFB, ni par nous, mais en tout cas, voilà, on est plusieurs à y aller, donc n'hésitez pas. Et oui, il y aura un replay. Merci beaucoup pour cette info, on l'avait pas non plus et ça risque d'être super intéressant. Je Carrément. vois qu'on est niveau timing, on va essayer d'aller très vite, Marion et moi, sur vous présenter des grands éléments pour laisser de la place à la discussion. Donc je m'excuse d'avance, on va vraiment passer en vitesse sur certaines choses. Après, on renverra vers des liens d'autres webinaires qu'on a fait où on va plus dans le détail sur la méthodologie. Mais de toute façon, clairement, là, l'intérêt, c'était les témoignages de Maud et de Sylvie. Et encore une fois, merci, parce que c'était vraiment super intéressant. Et donc, je vais essayer de Merci partager. beaucoup. Je prends juste la parole pour vous dire que je dois partir. Donc, je vais vous laisser. Merci pour la régie technique. Et puis, merci à toi. Voilà, moi, je fais de même. Voilà, je vais faire de même. Je me sauve et je vous dis au revoir. Et puis, merci. Un très grand merci à vous deux. Très inspirant, merci. Au revoir. Alors, tac. Ah voilà, c'est donc organisé par Terra Symbiosis et le festival Enfance et Nature à Strasbourg, nous dit le GREN BFC. Merci au GREN. C'est bon, vous voyez mon plein écran? C'est parfait, très bien. On voit très bien. Ça va être un petit peu moins inspirant, nous, mais... mais c'est pas grave. Vous avez eu vraiment là, je pense, l'essence de ce qu'on pouvait dire, et puis avec en plus des exemples super appliqués et concrets, donc c'est très bien. Moi, j'aime bien revenir quand même très rapidement sur l'histoire des aires éducatives. Ça a été pensé par une enfant sur les îles Marquises, c'est comme ça que c'est né. Il y a assez longtemps, c'était en 2012, et en fait, juste parce que ça permet de comprendre un peu ce que c'est ce dispositif finalement, c'est après en fait une conférence d'océanographes et de personnes de la gestion des aires marines protégées qui faisait une conférence dans une école des îles Marquises, une élève qui avait levé la main pour dire pourquoi nous, en fait, on ne pourrait pas créer notre propre petite aire marine protégée à côté de notre école. Et donc de là vient tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire comment on s'interroge sur un territoire pour apprendre à le connaître et apprendre à proposer des choses pour participer à la préservation de ce territoire. Et donc nous, tout notre travail à l'OFB à partir de ce moment-là et de cette idée de cet élève, ça a été de voir comment on pouvait participer à outiller des enseignants, des structures d'éducation à l'environnement qui avaient déjà d'ailleurs beaucoup d'outils et de construire avec eux ce qui pourrait permettre de fournir une méthodologie aux enseignants, aux structures d'éducation à l'environnement pour ensemble accompagner des élèves sur ce processus de réflexion sur comment on participe à la préservation d'un site collectivement. Et donc, en 2016, on a écrit cette méthodologie collectivement avec 8 sites pilotes, donc les enseignants et les structures d'éducation à l'environnement de ces sites-là. Et ensuite, ça s'est développé assez rapidement, beaucoup par le bouche à oreille. Progressivement, on a structuré les choses. Et puis là, donc il y a aujourd'hui 1500 aires éducatives et puis il y a un objectif assez ambitieux dans la stratégie nationale biodiversité. Et puis donc, derrière, ce qu'on porte, en tout cas à l'OFB, aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est cet enjeu, c'est ce qui a été très bien dit par Maud et par Sylvie, c'est comment ça peut amener à la fois une reconnexion à la nature et une réflexion sur l'éco-citoyenneté chez les élèves. Et donc une aire éducative, c'est un projet qui est porté par une ou plusieurs classes, vous l'avez vu, ça va du CE2 au lycée, et donc les élèves vont se mettre à réfléchir collectivement à la préservation d'un petit bout de territoire qu'ils vont choisir eux-mêmes, proche de leur école. Et en fait, tout le dispositif, il s'appuie sur cette idée que les élèves sont au cœur du dispositif et prennent toutes les décisions, bien sûr accompagnés par les adultes,
Et donc, l'enjeu des adultes, c'est de les guider et de rebondir sur leurs propositions pour pouvoir faire des maths, du français, de la géographie, tout ce qui a été dit par Sylvie Maud. En fait, on peut travailler toutes les matières, mais en se basant sur les propositions des élèves et sur la construction de leurs projets. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner dans cette construction en se basant un petit peu sur les méthodologies qui existaient pour les plans de gestion d'aires protégées. Alors d'abord, ça veut dire découvrir le projet. Maud en a très bien parlé, comment on amène le projet en classe dans les premiers conseils d'élèves. Ensuite, ça veut dire choisir un site, donc en visiter potentiellement plusieurs. Et donc à chaque fois, les élèves se réunissent pour réfléchir quel site on va visiter, pourquoi. Des fois, ils définissent eux-mêmes les sites autour de l'école qu'ils vont visiter en regardant des images satellites, par exemple. Et ensuite, c'est apprendre à connaître le site, c'est l'état des lieux. Et avec cette idée que, en fait, à partir d'une connaissance fine du site, ils vont pouvoir faire émerger des problématiques qui les intéressent particulièrement, toujours avec ce débat en conseil d'élèves, pour ensuite proposer des actions. Alors, ce qui nous intéresse dans les aires éducatives, c'est pas forcément les actions à la fin. Enfin, je veux dire, c'est super parce que les élèves, ils ont besoin, ça leur donne beaucoup de fierté d'avoir produit des choses. Mais l'enjeu du dispositif, c'est pas que les élèves à la fin fassent un nichoir ou un panneau sur leur site. C'est bien tout ce processus d'apprentissage où ils vont se poser des questions, apprendre à connaître et à fréquenter un site et en mimant finalement le process de gouvernance, donc de prise de décision dans une aire protégée qui est on prend le maximum d'informations objectives sur notre territoire, ce qui nous permet ensuite collectivement de prendre des décisions qui sont des décisions politiques, c'est-à-dire qui impliquent de se mettre d'accord les uns avec les autres, avec différents points de vue. Et c'est ce processus qu'on mime finalement dans une aire éducative, qui est un processus qu'on va retrouver à plein d'endroits dans la société. Hein. Mais voilà, c'est ça qui fait qu'en fait, dans une aire éducative, on fait effectivement à la fois classe dehors, parce qu'on va souvent dehors sur le site, et on a ce que disait Sylvie, de comment on se saisit de ça pour proposer des choses. C'est tous les acteurs qui gravitent autour du projet. Là, en bleu, vous avez l'aire éducative, bien sûr les élèves au cœur, mais en fait, à travers ce projet, ils vont rencontrer tous les acteurs de leur territoire avec lesquels ils peuvent interagir pour mieux connaître leur site et pour proposer des choses. Ça a été dit plusieurs fois, dans une aire éducative, il y a donc l'enseignant, une structure qui l'accompagne, souvent une structure d'éducation à l'environnement. Alors au collège et au lycée, c'est possible de s'accompagner soi-même, comme le disait Sylvie. Après, on conseille de le faire quand on commence à être assez expérimenté. Et donc, il y a différents financements qui permettent de financer ces interventions des structures accompagnatrices. Nous, on a une campagne de financement annuelle qui, l'année dernière, était de 4 millions. Cette année, on ne sait pas encore combien on va pouvoir proposer. Mais en tout cas, l'idée, c'est de financer ces interventions des structures accompagnatrices dans les écoles. Et les effets, bon, je vais aussi très vite dessus, hein. Ça a été bien décrit, mais il y a ces enjeux, bien sûr, de reconnexion au vivant par rapport au syndrome de manque de nature, au fait que on est dans une société de plus en plus urbaine, de plus en plus digitale, et que ça crée plein de choses. En négatif, le fait de ne pas aller dehors, et en positif, le fait d'y aller. Il y a le fait, dans la méthodologie aire éducative, vraiment de faciliter, en fait, d'outiller, de proposer des choses pour pouvoir créer un projet en pédagogie de projet où les élèves sont vraiment complètement acteurs de ce qu'ils vont, de leurs apprentissages et de la mise en œuvre du projet. Et au passage, il y a pas mal d'études qui montrent que le fait de les rendre actifs vis-à-vis de ce territoire, ça peut être un des leviers contre l'éco-anxiété qui devient particulièrement forte chez les jeunes de cet âge-là. Il y a les enjeux d'éco-citoyenneté par rapport vraiment ancrés dans un territoire, c'est-à-dire c'est des élèves qui vont être conscients des enjeux de leur territoire et des leviers qu'ils ont à leur portée pour agir dessus. Qui auront vécu de manière assez valorisante le fait de s'impliquer dans la vie publique de leur territoire. Là, on voit des élèves de La Rochelle qui sont avec des élus de La Rochelle et qui sont en train de présenter sur la photo leur aire éducative, les constats qu'ils ont fait dessus, les propositions qu'ils ont. Et enfin, il y a quelque chose qui ressort assez souvent, c'est que, et ça a été pas mal dit, le lien bien sûr avec les parents, qui n'est pas propre aux aires éducatives, c'est aussi propre au fait d'aller dehors, d'être accompagné par les parents qui vont découvrir le projet des élèves. Et il y a aussi pas mal le lien avec les anciens pour leur demander comment c'était avant, pour comprendre comment ça a évolué. Et donc voilà, et puis de manière plus générale, le lien entre l'école et le territoire. Oups, je vais très vite. Et je te laisse la parole, Marion.
Merci François. Donc, on a plusieurs demandes dans le chat et comme ce PowerPoint vous sera partagé avec des liens essentiels, qu'on juge essentiels, mais qu'on met à jour régulièrement sur de la documentation, des outils clés en main, les outils en général des aires éducatives. Donc, vous avez le lien vers le wiki qui est très fourni maintenant, mais où vous avez plein d'informations sur toutes les aires éducatives. Le guide méthodologique, parce que comme disait François, tout ce qu'il a expliqué, c'est reprécisé dans ce guide. Il y a des padlets qui ont été faits spécifiques premier et second degré pour vous aider à prendre en main le projet ou à faire autrement dans le projet si vous le menez déjà. On nous demandait aussi des ressources sur l'état des lieux. Il y en a, c'est pas dit qu'il faut absolument suivre celle-là, mais en tout cas, il y a des idées que vous pouvez prendre, ajouter des choses, améliorer, tester. Et après, bien sûr, la page de l'OFB sur les aires éducatives où on retrouve les informations essentielles. Tu peux passer. Ouais. Alors, donc vous aurez ces contacts. En fait, les aires éducatives, vous avez des contacts dans chaque région qui sont là pour vous appuyer. J'en ai vu, il y en a d'ailleurs qui sont actuellement dans cette, dans cette visio. Donc, ce document est évolutif. Hein, il n'est pas forcément ultra à jour pour toutes les régions parce qu'il en manque certaines. Non, Pays de la Loire, vous n'aurez pas. Il faudra nous contacter, nous, directement. Voilà, c'est ce que j'écris aussi. Pour certaines régions, un point d'attache direct et pas encore identifié, mais dans ce cadre-là, vous pouvez contacter reducative@ofb.gouv.fr et on vous redirigera pour la réunion. Il y a des gens, oui. C'est pour ça, il manque certaines. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois que Samantha, il y a Jean-Michel aussi. Pour PACA, ils sont même là, donc vous pouvez leur écrire tout de suite. Jeanne aussi pour la Normandie. En tout cas, il y a plein de personnes, ressources qui sont disponibles pour vous aider et développer vos projets dans les régions. Alors, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites par Maud, Sylvie et aussi un peu par François sur le lien entre les aires éducatives et la classe dehors. On avait déjà commencé à faire à débroussailler, à travailler dessus avec plein de monde lors des rencontres internationales de la classe dehors en 2023 à Poitiers, en demandant aux participants les aspects qui leur semblaient les plus caractéristiques pour la classe dehors et pour les aires éducatives. Du coup, ça se recoupe aussi avec ce qui était dit avant par Maud et Sylvie. Donc, sur la classe dehors, ce qui ressortait beaucoup, en tout cas des participants à notre atelier, c'était la régularité des sorties. Et on l'a vu aussi avec Maud et Sylvie, de délocaliser la classe, pouvoir aborder toutes les matières. Et suivant les cas, pas forcément besoin d'un accompagnement de l'enseignant par une structure en particulier. Et ça peut concerner tous les cycles, notamment les maternelles, qui ne sont pas, en tout cas, concernés, qui ne peuvent pas faire tout seul une aire éducative, mais qui peuvent bien sûr être associés à une aire éducative si des plus grands la font. Il n'y a pas de souci à faire ça. Et sur les aspects les plus caractéristiques des aires éducatives, ce qui était ressorti, c'est la place centrale des élèves qui vont porter tout le projet, comme vous l'ont montré Maud et Sylvie et François aussi, avec la place importante du conseil d'élèves. On est en pédagogie de projet, qui est un projet qui est construit par les élèves, sur lequel l'enseignant et la structure accompagnatrice vont rebondir pour leur proposer la suite, en fait, comment avancer, et l'enseignant rebondit aussi pour aborder différentes compétences du programme. L'aire éducative, au cœur, il y a vraiment le rapport au vivant, la compréhension qu'on est sur un territoire qu'on partage avec d'autres vivants autour de soi et en prendre conscience. Il y a un cadre méthodologique qui a rappelé François et que vous retrouverez dans les différentes ressources qui étaient dans la diapo d'avant. Et comme comme il y a un cadre méthodologique et que c'est un label, il y a des processus d'inscription pour justement pouvoir être liés tous ensemble, se partager les contacts, rentrer en lien les uns avec les autres, avoir accès à diverses ressources, activités, parce que c'est plus facile quand on se connaît et qu'on a les adresses pour pouvoir partager tout ça avec tout le monde. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a une labellisation d'aire éducative, aire marine éducative, aire terrestre éducative. Donc voilà, tu peux passer. Et alors, Maud et Sylvie ont déjà commencé à le dire sur les liens vraiment qu'on voit
entre aire éducative, classe dehors. Il y en a qui vont commencer par une aire éducative et qui vont ensuite faire classe dehors. Il y en a qui vont commencer par classe dehors. Et si on commence par aire éducative, les avantages qui nous étaient donnés, c'est que on est accompagné par une structure d'éducation à l'environnement pour aller dehors, pour choisir le site, pour le découvrir. Donc, on ne compare pas sans rien. Ce qui est un avantage, c'est la place de l'élève dans le processus et qu'on apprend à sortir en étant accompagné avec un cadre particulier de l'aire éducative. Cadre qui a les inconvénients de ses avantages, je ne sais pas si on dit comme ça, parce que ça reste un cadre avec une méthodologie et une philosophie derrière qui peut être vécu parfois comme un inconvénient. Et comme c'est un label, le côté administratif, parce qu'il y a une inscription, il y a des financements, c'est chouette, mais pour les demander, il faut forcément faire un dossier, donc c'est pesant, même si c'est chouette d'avoir des financements, et on en est conscient. Donc voilà, il peut y avoir un ressenti de lourdeur administrative vis-à-vis de ces aspects-là. Et quand on démarre par la classe dehors, l'avantage qu'il peut y avoir ou qui nous a été dit, c'est ceux qui peuvent être un peu frileux, c'est de se dire « j'ai pas d'engagement, je me lance pas, enfin je fais comme je le sens, au fur et à mesure avec mes élèves », même si on peut faire ça aussi sur une aire éducative, mais avec le cadre qui va avec, des fois on peut avoir peur de trop d'engagement, en tout cas sur le coup. Et sur la classe dehors, on se dit on peut arrêter quand on veut. Voilà, même si en général, comme on l'a vu, plus on fait, plus on continue à faire de la classe dehors et on n'arrête pas forcément. Et de la même manière qu'une aire éducative, c'est un apprentissage à sortir avec des élèves. Mais voilà, la classe dehors, il n'y a pas forcément un accompagnement. Il peut y en avoir, mais pas forcément. Et du coup, des fois, ça peut être vécu comme un inconvénient parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour se lancer. Tu peux passer. Et alors, on l'a vu parce qu'on a 2 exemples où les 2 sont mis ensemble, sont mis en place en même temps, en tout cas actuellement, même si des fois, il y a eu une progressivité. Et les avantages d'avoir les 2, donc faire classe dehors et aussi aire éducative, on l'a vu surtout aussi dans les exemples de Maud sur les plus petits, c'est qu'en fait, les maternelles ou les cycles, les CP, CE1 vont faire classe dehors, donc ils vont être habitués à sortir, à être ensemble dehors, avoir cette qualité d'écoute qu'elle disait, avoir moins peur, beaucoup plus de motricité et déjà avoir plein de connaissances en fait parce que ça les aura titillés. Et du coup, quand ils arrivent dans l'ère éducative, en CE2 ou en CM, en fait, ils y rentrent beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de facilité, parce qu'ils ont fait classe dehors depuis un moment, voire même classe dehors sur le site de l'ère éducative, comme elle le disait. Donc, on a toute cette continuité qui est hyper intéressante et qui permet d'avoir une certaine logique et une facilité entre les deux. Et après, rien n'empêche, exactement ce qu'elle disait, de faire purement classe dehors sans parler forcément du projet éducatif sur le site de l'ère éducative ou sur un autre. Et de toute façon, les 2 projets s'interalimentent. Et après, l'ère éducative, des fois, le projet dans certains établissements ou écoles, il va être porté vraiment par 1 ou 2 classes. Et le fait d'associer avec une pratique du dehors ou d'associer ponctuellement, ça permet vraiment d'avoir un engagement de tout l'établissement scolaire qui est aussi assez intéressant. Et c'est pas forcément un inconvénient, ça serait plus un point d'attention. C'est pas vouloir tout faire d'un coup, tout de suite, qu'on a eu, c'est-à-dire se lancer dans la classe dehors, dans l'ère éducative et avec tout l'établissement scolaire. En général, on se sent dépassé. En tout cas, c'est les retours qu'on a eus. Il faut prendre ses marques, prendre son temps. De toute façon, le but, là, dans ces projets, justement, c'est qu'il n'y a pas de rush et qu'on suit son propre rythme et ça se passe sur plusieurs années et que pour une fois, comme on peut prendre son temps, autant le prendre. Donc, voilà. Je ne sais pas si, François, tu voulais rajouter des choses ou si je conclus. Rien à ajouter. Des petites dates, mais en tout cas pour ceux qui font déjà partie de la communauté éducative, vous aurez de nouveau les informations. Et pour les autres, si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours nous écrire. On va faire un webinaire à aire éducative et collectivité. Alors on sait la date maintenant, c'est le 11 mars, parce que c'est important souvent les terrains des aires éducatives, ils sont communaux. Donc c'est important d'associer la commune, de leur expliquer ce qu'est le dispositif. On voit d'ailleurs avec l'exemple de Maud que maintenant, c'est la commune qui soutient vraiment le dispositif.
Donc et qu'il a totalement intégré la ville de Concarneau dans son plan éducatif. Donc ça, c'est super chouette. On redit les rencontres internationales de la classe dehors à Marseille. Ah, j'ai mis 17, c'est pas bon, 17. 14 au 21 mai. Journée, les aires éducatives, il y a des inscriptions tous les ans pour se lancer dans les années qui viennent. Et les inscriptions, elles seront ouvertes à partir du 1er juin. On fera sûrement un webinaire, mais là, il n'y a rien qui est calé. Et de même, la campagne de financement dont François a parlé, elle ouvre au même moment que les inscriptions. Et ça, si vous regardez régulièrement la page de l'OFB sur les aires éducatives, ces informations, elles apparaîtront prochainement en ligne. Merci. On a 5 minutes de questions. Mon Dieu. Pour celles et ceux qui veulent un peu durer, on peut répondre aux questions. Merci beaucoup Marion. Je vois des questions sur les ressources pour enseigner dans une ATE. Donc moi, je peux dire qu'il y en a sur le site de la Fabrique des communs pédagogiques. Il y en a une partie là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous avez de votre côté Oui, c'est dans les liens qu'on partage sur le PPT et sur le wiki, vous retrouverez les ressources. Et si vous êtes perdu, il y a quand même Ornella qui répond à tout le monde dans le chat du tonnerre. Elle a aussi résumé des ressources dans les 2 padlets qu'on met dans le PPT, donc vous aurez les ressources et des liens facilitants pour ces ressources. Super, merci. Donc si quelqu'un a envie de poser une question en direct, c'est possible maintenant. C'est vrai que les réponses sont allées très vite dans le chat. Hein, donc il y avait une question, si un enseignant part... Ah, voilà, le Grain Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, Aurore Blanquet a levé la main. Allez-y, Aurore. Moi, c'était une question et une réflexion générale en fait sur la pérennisation de l'enseignement dehors. Moi, j'accompagne les deux en fait. Je suis donc accompagnante d'école dehors et d'ATE. Je suis aussi administratrice du Grain Bourgogne-Franche-Comté qui promeut beaucoup l'école dehors sur son territoire et qui a priori va promouvoir aussi l'ATE. Et en fait, dans ma réflexion, c'est sur la pérennisation parce que je me suis rendu compte que des premières classes que j'ai accompagnées en aire terrestre éducative, en fait, elles n'ont pas continué parce qu'il y a une chose que je n'ai pas transmise, alors que je le transmets quand j'accompagne l'école dehors, c'est l'autonomie de l'enseignant à l'extérieur et qu'il soit en capacité de gérer sa classe sans moi. Et je me suis rendu compte que voilà, les premières ATE que j'ai, la première ATE que j'ai accompagnée, c'était sur un collège et une école, donc il y avait beaucoup de classes. Et en fait, il y a peu de classes qui ont continué. Et du coup, à partir de cette expérience-là, je me suis dit, quand j'accompagne des ATE, si je veux être sûre que ça continue, je commence par, j'allais dire, ce que moi j'ai mis dans ce que c'était l'école dehors, c'est-à-dire démarrer par chercher l'autonomie des enseignants dans leur capacité à gérer la classe. Et après, on passe donc ça c'est un peu la première année, moi je leur ajoute la première année avec la découverte du site avant d'être dans le choix et dans tout le processus de l'ATE. Mais c'est un peu comme ça que j'ai bidouillé les choses, mais je voulais savoir si quels sont vos retours là-dessus, quelle vision vous avez autour de ça, parce que moi j'ai un peu fait comme avec mon intuition et comment j'ai senti que ça pouvait être le mieux, quoi. Mais c'est pas dans le cadre méthodologique, hein. Voilà. Merci, ouais, c'est une super réflexion. Là, bon, c'est un projet, en fait, on n'a pas de réponse toute faite parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de chaque projet. En fait, nous, bien sûr, on s'est dit aussi parce que finalement, c'est très cher de faire intervenir des référents tous les ans, 10 fois par an. C'est un coût très important. Et en fait, effectivement, quand ce financement-là, il s'arrête pour une raison X ou Y, ça peut mettre en péril le projet si les enseignants ne sont pas montés en compétences par eux-mêmes pour pouvoir gérer le projet tout seul. Mais alors, par rapport à ça, on a 2 réponses. On a des enseignants qui nous disent moi, ce projet-là, j'adore le faire parce que c'est un projet que je co-construis avec quelqu'un d'autre et je ne suis pas tout seul. Et du coup, qui ont envie de continuer cet échange, cette co-construction sur le long terme et qui
et où je pense que ça fait partie du projet et la structure de la personne accompagnatrice, donc la structure accompagnatrice, cette personne-là dans la classe pour les élèves, elle a un rôle super important et c'est quelque chose qu'on nous fait souvent remonter. Et de la même manière, on a des classes aires éducatives où les enseignants, comme Sylvie, hein, par exemple, elle est sa propre structure accompagnatrice et où les enseignants sont devenus de plus en plus indépendants et ils continuent le projet tout seuls. Donc, je pense que c'est assez personne dépendant, en fait, de chercher cette co-construction, cette construction à deux, ou au fur et à mesure de devenir de plus en plus indépendant et de trouver ça très bien et d'avoir déjà les contacts avec tous les acteurs du territoire et de pouvoir se débrouiller finalement. Nous, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire dans les années à venir, c'est que donner tout le bagage et travailler avec les enseignants, les structures accompagnatrices, en allant vers la direction que tu donnes toi, c'est-à-dire permettre aux enseignants d'être de plus en plus indépendants dans leurs projets, mais sans se dire que c'est la finalité du projet et que les interventions, elles doivent s'arrêter au bout d'1, 2, 3 ans. Parce qu'on se dit que non, en fait, il y a des enseignants qui ont très envie de garder ces interventions. Et enfin, pour info, là, sur les aires éducatives pilotes de 2016, la plupart ont continué et continuent toujours, et avec des interventions des structures accompagnatrices. Par contre, ça veut dire qu'il y a un gros enjeu de faire rentrer le projet dans le projet d'établissement progressivement, comme le disait Marion, on ne fait pas tout en même temps, mais que il n'y a aucun problème pour commencer par une classe comme ça en test. Mais par contre, en termes de pérennité, d'avoir d'autres collègues, de travailler à plusieurs, c'est quand même super important. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Et en termes même d'animation, de co-animation, c'est beaucoup plus confortable de pouvoir tourner avec les collègues et pédagogiquement, je veux dire. Mm. Donc toujours beaucoup de questions dans le chat sur les sous notamment. Je crois que vous répondez au fur et à mesure. Peut-être, sauf si quelqu'un a envie d'en poser une. Il y en avait une sur le choix du site. Pour savoir si vous partiez marcher avec les élèves pour repérer le terrain. C'est une belle question. Est-ce qu'il y a des collègues qui vont comme ça faire une prospection à pied avec les enfants? Carrément. Il y a plein de fois où en fait, c'est ce que je disais, hein, des fois, ils font de la prospection à pied autour de leur école. Des fois, ils regardent sur des photos satellites les différents terrains et ensuite ils sortent à pied visiter les différents terrains. Mais oui, l'idée c'est qu'ils prospectent de toutes les manières possibles pour finalement choisir le terrain qui leur va le mieux. Et on insiste beaucoup sur le fait que c'est aux élèves de définir eux-mêmes les critères pour choisir le terrain. Ça peut être des critères très biodiversité, mais ça peut être aussi des critères très émotionnels. Et en fait, il faut qu'il y ait un peu les deux parce que si c'est un terrain auquel ils tiennent et sur lequel ils vont régulièrement en dehors de l'école, ils seront d'autant plus fiers de parler de ce qu'ils font, de montrer ce qu'ils font à leur famille. Et le projet sera d'autant plus fort pour eux. Complètement. Peut-être un mini point qu'on n'a pas dit beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité et les exemples s'y portaient plus, mais les aires éducatives, c'est un projet sur le patrimoine naturel et culturel. Les deux sont liés et importants et abordés dans les aires éducatives, donc ce n'était pas forcément là ressorti dans les exemples, mais quoi qu'on a parlé théâtre et autres, art, mais c'est un volet très important aussi dans le dispositif. Oui, l'enjeu, c'est vraiment quand même que ce soit un lieu de changement d'imaginaire de notre relation au vivant, en gros. Et donc, tout à l'heure, on parlait justement, la méthodologie, elle est basée sur des plans de gestion d'aires protégées. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'aires protégées. Enfin, on ne sait pas aménager ou très peu la nature. Enfin, c'est pas l'enjeu d'une aire protégée ou très peu. Hein. On ne sait pas gérer des écosystèmes ou très peu. On sait gérer des activités humaines. Et en fait, les gens qui réfléchissent dans les aires protégées sur notamment pas mal en lien avec les sciences humaines et sociales, les constats qui ressortent, c'est que il y a de très gros enjeux de sensibilisation, d'amener à des changements des populations qui vont fréquenter l'aire protégée. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un projet là qui est lié à l'Office français de la biodiversité où on pense un peu
gestion de l'environnement qu'il faut se dire ah, ça va être de l'aménagement. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout les aires éducatives un projet d'aménagement. C'est un projet de réflexion sur comment on peut participer à la préservation du site. Et souvent, les plus gros leviers qui sont pensés même par les professionnels de la biodiversité dans des aires protégées, c'est comment on fait changer les personnes, comment on les aide à mieux s'approprier le site, qui vont aussi le fréquenter. Donc, d'où pièces de théâtre, d'où être sur les marchés, proposer des choses au niveau artistique. Mais voilà, je pense que c'est important de bien comprendre ça. Hein, c'est pas un projet d'aménagement de site. Ouais, merci pour ces précisions, c'est très utile. Je vois qu'il est 15h35, donc en théorie, tout le monde est libre. Je propose qu'on... Est-ce que ça vous va si on s'arrête là? Si vous avez peut-être... je pense que vos mails ont circulé dans le chat assez largement, qui seront aussi dans les supports pour toutes les questions qui resteraient. Voilà, bon, bah, tout le monde vous dit merci beaucoup. La première, c'était super de vous avoir. Bien sûr, bah, vous serez là à Marseille, alors au moins en partie, donc ce sera l'occasion de vous rencontrer pour ceux qui feront le déplacement. Et puis, ouais, je vois qu'il y a encore des questions sur les ressources, donc tout ça, hein, la semaine prochaine, promis, vous aurez un message dans vos boîtes mail. Si vous avez reçu le message pour aujourd'hui, vous recevrez le message de récap avec le CR, le replay et les ressources confiées par l'équipe éducative de l'Office français de la biodiversité. Donc encore merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 26 février, donc il sera à nouveau un mercredi pour une séance autour de la marche et on pourra donc réfléchir à comment valoriser ce fameux trajet jusque, pourquoi pas, à l'ère éducative avec Maria Lacboton et voir tout ce qu'on peut faire avec des enfants et des adolescents en marchant et pourquoi ce n'est pas du temps perdu. Donc ça entrera complètement en résonance avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci à tous, merci beaucoup de vous être libérés un mercredi et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, je vais conserver la discussion. On est là, Marion. François est parti, c'est bien. On a encore plein de monde en ligne. Oui, bien sûr. J'essaye juste de récupérer la discussion. Oui. Tu peux arrêter l'enregistrement si jamais. Ça t'évitera de couper. Merci à toutes. Oui, on voit que vous connaissez. En fait, il faut que je ferme la salle pour... je peux le mettre en pause.